Bonjour, je reçois pour vous aujourd'hui M. Sorobet, président de l'Organisation interprofessionnelle de l'ANACAV en Côte d'Ivoire. Bonjour M. Sorobet. Bonjour, monsieur. Vous êtes ici à Paris dans le cadre du Salon international de l'agriculture. Qu'est-ce qui vous amène, vous, en tant que professionnel de l'ANACAV en Côte d'Ivoire, à ce rendez-vous mondial de l'agriculture? Alors, je voudrais déjà dire merci pour nous avoir accordé ce moment d'antenne et dire que nous sommes à notre sur notre 4e édition du Salon international de l'agriculture. Nous sommes ici spécifiquement pour vraiment faire une meilleure visibilité de nos différents produits issus de l'ANACAD. Pour rappel, ici, l'ANACAD met la Côte d'Ivoire au premier rang mondial en termes de production. La transformation aussi est en train de suivre cette courbe. Et on souhaiterait aller à une seconde transformation. Mais pour parler de transformation, selon la seconde transformation, il faut créer déjà le marché de consommation. Même si localement, nous sommes en train de travailler à, n'est-ce pas, améliorer un peu le marché domestique. Mais il est aussi important pour nous d'aller vers les pays consommateurs de nos différents produits. Justement, quand vous êtes venu chercher un moment de visibilité, mais être vu par qui ici à Paris? Nous voulons être vus par l'ensemble des partenaires, que ce soit les partenaires techniques financiers ou bien les consommateurs eux-mêmes, donc l'Europe et tout le reste du monde. Par exemple, ce matin, nous étions au salon, on a eu quelques rencontres avec des partenaires qui seraient intéressés à aller en Côte d'Ivoire pour nous aider, n'est-ce pas, à régler une partie de nos problèmes, on va dire, qui est l'un de nos défis, qui est la mécanisation, parce qu'il faut rappeler que l'exploitation de l'anacarde est très pénible, donc nous voulons travailler à réduire la pénibilité de cette exploitation qui rentre un peu dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail de nos populations productrices dans les zones de production. Donc, on a pu rencontrer pas mal de partenaires. Ça nous amène à repousser d'ailleurs notre retour sur le pays pour, n'est-ce pas, rencontrer ces partenaires techniques pour voir l'équipement qui pourrait être un peu adapté à nos besoins. Justement, comme vous le dites, vos besoins en investissement, est-ce que c'est uniquement dans le domaine de la production ou bien c'est aussi dans le domaine de la transformation? Et c'est à tous les niveaux. Déjà, il faut dire que l'anacarde qui avait un potentiel naturel, aujourd'hui devenait, on va dire, un moteur de croissance sociale dans les zones de production pour nos populations. C'est donc un vecteur de croissance économique. Ça crée de la souveraineté économique dans les zones de production. Donc, ça amène l'État de Côte d'Ivoire à orienter, on va dire, la politique agricole depuis 2013 lors des réformes, donc matérialisées par les réformes en 2013, précisément en septembre. Et donc, autour de ces réformes, on avait 4 axes, sinon 5 axes, grands axes qui devaient être développés. Et l'un de ces grands axes, c'était la transformation. Il y avait également la production, la commercialisation, la structuration et l'encadrement acheminé avec la formation. Donc, tous les 4, sinon les 5 axes que j'ai cités, il y a du travail à faire. Il y a du travail qui est déjà fait, du chemin a été fait, mais il reste encore à faire. La preuve en est qu'avant 2013, le niveau des revenus des producteurs n'était pas assez acceptable. C'est ce qui a poussé d'ailleurs l'État de Côte d'Ivoire à orienter la politique vers la politique qu'on appelle la politique de durabilité. Et donc, c'est cette durabilité qui a fait graviter autour les 5 axes qui sont développés aujourd'hui, qui nous amènent à ces records qui sont enregistrés au niveau de la filière. Justement, en parlant de records et de performances, aujourd'hui, ça fait 10 ans que la Côte d'Ivoire est leader mondial de la production de la cajou. Comment vous expliquez cette performance-là? Alors, la performance, comme je le disais tantôt, elle a été déjà initiée, propulsée par la politique, la bonne politique agricole, donc orientée vers la durabilité, qui tournait autour des 5 axes que j'ai cités. Donc, les 5 axes visaient à sécuriser, sinon garantir un revenu minimum aux producteurs, selon la vision du président de la République, qui était de 60% du prix CAF de référence. Et aujourd'hui, on peut dire que, comme je disais tantôt, l'ANACAD qui avait été déjà introduite en Côte d'Ivoire pour répondre aux problèmes écologiques dont j'ai parlé tout à l'heure, du potentiel naturel, est devenu aujourd'hui, on va dire, un moteur de croissance économique, donc qui crée la souveraineté économique dans les différentes zones de production. Mais cet engouement a été possible à partir des réformes de 2013. Donc, autour des réformes, naturellement, avec le Conseil Cotonou Anacal qui était le maître d'œuvre, aujourd'hui, nous voyons les résultats qui sont enregistrés avec notre arrivée en tant qu'interprofession qui venons, n'est-ce pas, appuyer le Conseil Cotonou Anacal, assister le Conseil Cotonou Anacal dans le cadre du renforcement de la performance de cette filière. Et vous-même, vous le constatez, le monde entier le constate. La Côte d'Ivoire est d'abord premier producteur donc, de noix brutes. Nous sommes aujourd'hui deuxième transformateur, premier transformateur, excusez-moi,
sur le plan Afrique et sur le plan mondial, nous sommes troisième transformateur, étant deuxième exportateur d'amandes après le Vietnam et l'Inde. Mais quand vous citez tous ces performances, premier, deuxième, troisième, est-ce que dans toute cette affaire-là, le petit producteur est bien rémunéré? Puisque aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il s'est posé à un moment la question, je pourrais dire, de la fuite de la production ivoirienne dans d'autres pays, parce que là-bas, c'était mieux payé. Alors, pour revenir un peu à cette comparaison que vous voulez établir entre la Côte d'Ivoire et les pays limitrophes comme le Ghana, je sais que c'est le Ghana que vous visez. Alors, il faut rappeler ici que nous avons 3 points, sinon 3 facteurs qui doivent créer la différence. Et pour faire une comparaison, il faut qu'on soit dans le même écosystème, qu'on soit sur le même lieu, ou bien qu'on soit dans les mêmes réalités pour parler de comparaison. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme je disais tantôt, on a une politique de durabilité parce que nous avons compris que, surtout l'État de Côte d'Ivoire, du moins, ça a compris que, étant donné que la plupart des populations donc, du nord au centre, à l'est du moins sans passant par le centre, vivaient essentiellement de cette substance, il fallait mettre une politique de durabilité en place. Donc en dehors de cette politique de durabilité qui a besoin d'être fournie, sinon couverte par la filière elle-même, donc financée par la filière elle-même, il y a le facteur qualité. Le facteur qualité qui n'est pas forcément au même niveau que la qualité que nous avons au niveau du Ghana qui fait 5 fois, 6 fois moins que la Côte d'Ivoire en termes de production. Et au-delà de ça, vous avez le facteur devise. La devise aussi joue en notre défaveur. Le Ghana aujourd'hui, quand vous prenez un C10 Ghana, ça correspond pratiquement à 52 francs CFA. Nous tous, nous vendons sur le même marché, donc avec des devises que nous encaissons, qui est le dollar. Donc un dollar encaissé au niveau du Ghana a plus de valeur qu'un dollar encaissé au niveau de la Côte d'Ivoire, compte tenu du fait qu'il y a la différence de devises entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Je reviens au taux qui est de 1 C10 Ghana correspond à Vous 52 êtes en francs. train de nous dire que le franc CFA rend difficile l'exportation de nos produits. Oui, en termes d'encaissement de recettes, on encaisse moins en Côte d'Ivoire par rapport au Ghana si on vendait 1 kg dans la carte. Mais quelle solution, vous, en tant qu'une organisation interprofessionnelle, quelle solution vous trouvez pour régler cette question, pour éviter que des produits, des quantités énormes d'anacarde puissent se retrouver au Ghana et certainement, eux, augmenter, favoriser leur production? Oui, la solution pour nous, en tant qu'interprofessionnel, est toute simple. Déjà, on fait la sensibilisation, mais la sensibilisation n'est pas suffisante. Il y a un travail aussi qui est fait et il y a un outil qui est mis en place depuis 2025, la campagne de commercialisation 2025. Et cet outil vise à, n'est-ce pas, soutenir le prix, à soutenir la commercialisation de sorte que le prix plancher qu'on communique en Côte d'Ivoire soit véritablement un prix plancher comparativement au passé. On parlait de prix plancher sans mettre véritablement un système de, n'est-ce pas, de garantie ou bien de sécurisation de ce prix. Mais depuis 2025, avec l'appui du Conseil Cotonou Anacarde, bien entendu, un projet qui a été initié par l'ensemble des acteurs, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on a un outil désormais qui nous permet de soutenir, n'est-ce pas, cette commercialisation. Qui fait qu'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire annonce le prix de 400 comme on l'a fait cette année, que ce prix soit respecté jusqu'à la fin de la campagne. Ça, c'est le prix plancher. Prix plancher, voilà. On peut aller au-delà. Voilà, on peut aller au-delà. Et pour vous dire, cette année, par exemple, ça c'est pour clarifier un peu la lucarne des gens. Cette année, le prix normalement de l'anacarde est monté. Quand je dis le prix est monté, Sur le marché international. sur le marché international, à la même date de fixation du prix, l'année dernière, nous étions à 1432 $ la tonne. Cette année, à la même date, nous sommes à 1470 $ pour la même tonne. Mais le seul inconvénient pour nous, c'est que le dollar s'est déprécié. À la même date, l'année dernière, nous étions à 620 le dollar pour un franc CFA, franc CFA pour le dollar. Et cette année, nous sommes à 565 francs. Donc déjà, la dépréciation du dollar fait qu'on ne peut pas avoir un bon prix. Sinon, si nous étions au même taux que l'année dernière, cette année, on allait communiquer le prix d'au moins 475 aux producteurs. Donc aujourd'hui, pour l'instant, nous sommes à 400 francs CFA. C'est le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum qu'on puisse garantir aux producteurs. Aux producteurs. Naturellement, avec l'outil qui a été mis en place, qui est l'appui à la commercialisation. Ok, nous allons revenir sur la question aussi, le segment de la transformation en Côte d'Ivoire.
la filière a fait un bond particulier, c'est ce comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et qu'est-ce qui a favorisé aujourd'hui que ce secteur-là puisse se transformer autant, sinon bien plus même que le cacao, qui est, on transforme environ 30% du cacao ivoirien. Vous êtes arrivé, vous êtes, je crois, 43% 43%, oui. de l'anacarde. Qu'est-ce qui a favorisé tout ça? C'est les investissements, c'est les banques, c'est quoi? Alors, il y a 3 ou 4 facteurs qui expliquent cela. Déjà, c'est la situation favorable du pays en termes de disponibilité de la matière. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est qu'en Côte d'Ivoire, vous avez la main-d'œuvre qualifiée aussi qui est disponible. Le troisième facteur qui, à mon avis, est très important, c'est qu'en Côte d'Ivoire, vous avez un coût d'investissement qui est favorable, qui est accessible à tous. Le coût d'investissement aujourd'hui permet à l'ensemble des investisseurs, qu'ils soient étrangers ou nationaux, d'investir dans le segment de la transformation de l'anacarde. Parce qu'il y a des mesures d'accompagnement qui rentrent dans le cadre de la politique de durabilité. Je vous disais tantôt que c'est la filière qui finance elle-même son développement. Donc, le fait de faire des prélèvements, par exemple, sur la filière pour pouvoir soutenir, n'est-ce pas, la transformation, ça garantit la durabilité de cette culture en Côte d'Ivoire. Donc, voici des facteurs aujourd'hui qui encouragent les investisseurs à venir s'installer en Côte d'Ivoire. Sans oublier que, parallèlement à l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Conseil côtois anacarde, essaie de prendre les dispositions du moins nécessaires pour attirer, n'est-ce pas, les investisseurs à travers la réalisation des zones, n'est-ce pas, dédiées à l'anacarde, les zones industrielles dédiées à l'anacarde. Justement, revenons à la question de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, par le conseil coton anacarde, est-ce que vous, en tant qu'interprofession, ou bien les producteurs ou les transformateurs, les acheteurs, vous recevez de l'investissement public de l'État, ou bien au niveau des banques, est-ce qu'il y a des facilités qui sont faites dans le cadre de la transformation ou dans le cadre de l'exportation? Parce que la question des banques et de l'argent en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de secteurs, c'est un peu compliqué. D'abord, le fait même déjà de fixer un prix qui soit proche de la réalité, ça rassure déjà les bailleurs, que sont les banques. Donc, l'État fait un effort à ce niveau, en se rapprochant, sinon en étant très proche de la réalité du marché, qui nous a amené à fixer le prix de 400. Ça rassure les banquiers. Au-delà de ça, tout à l'heure, je vous parlais de l'outil qui consiste, n'est-ce pas, à soutenir la commercialisation. C'est aussi un élément qui vient en confort auprès des banques pour permettre aux banques de mettre le financement à la disposition des acteurs. Donc, ça crée l'accessibilité du moins de nos acteurs au financement, ce qui n'était pas du tout évident par le passé. Donc, aujourd'hui, on peut dire que le financement, il est disponible, les banques sont prêtes à accompagner la filière. Le climat, sinon la situation est telle que la filière soit quand même plus ou moins rentable pour ces banques. Pour vous aujourd'hui, qui êtes président d'une organisation interprofessionnelle sur l'anacarde, c'est combien d'argent par an dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire? Ou du moins en termes de production intérieure brute. Oui, quand on parle un peu de la caisse de l'État, tout à l'heure, vous avez parlé un peu de la différence des prix entre la Côte d'Ivoire et, par exemple, le Ghana. Mais je vous disais que ce n'est pas les taxes qui sont prélevées au niveau de l'État de Côte d'Ivoire qui font que le prix n'est pas forcément élevé. Les taxes même qui sont reversées dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire sont à peine 5%. Vous comprenez? Quand on veut prendre peut-être la valeur exacte, c'est pratiquement 62 francs sur environ 800 francs. Vous comprenez, qui sont prélevés en termes de taxes d'enregistrement et du droit unique de sortie. La plus grosse partie qui est prélevée, c'est la partie qui vient soutenir, n'est-ce pas, la politique de durabilité. Dans cette politique de durabilité, vous avez la structuration, vous avez l'appui à la commercialisation que j'ai cité tout à l'heure, et il y a d'autres petits éléments. Mais pour nous, ce qui est important, c'est les recettes qui sont captées par les producteurs eux-mêmes. À partir du moment que le producteur reçoit aujourd'hui un prix minimum garanti de 400 francs, pour nous, c'est nettement mieux par rapport avant les réformes de 2013, où on avait à peine 75 francs, 125 ou 150 francs au kilo. Donc, les recettes aujourd'hui qui sont captées, je vous disais dans mon introduction, avant, on parlait des recettes d'exportation, mais aujourd'hui, on ne se limiterait pas aux recettes d'exportation, mais l'anacarde est devenue un véritable vecteur de croissance économique dans nos zones de production. Et aujourd'hui, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, les zones productrices
le paysage, la physionomie des villages a carrément changé. On sent qu'il y a l'engouement. La preuve en est qu'avant 2013, on n'était pas du moins à 1 million d'hectares. On n'était pas à 1 500 000 de tonnes. On était à moins de 400 000. Aujourd'hui, en moins de 10 ans, nous sommes pratiquement à 1 500 000 tonnes. On avait déjà même en prévision environ 1 150 000. Nous sommes passés à 1 500 000. Ça a créé un désagrément. Heureusement qu'on avait prévu en mettant un outil qui puisse permettre de soutenir la commercialisation, qui nous a fait éviter la catastrophe. Vous parlez beaucoup de durabilité. Et si vous parlez un peu de traçabilité, est-ce qu'au niveau de votre interprofession, vous avez inscrit ça dans vos programmes, la traçabilité de l'anacarde? La durabilité, elle regroupe 5 axes que j'ai cités. Il y a la production, la commercialisation, la structuration. Au sein de la structuration, vous avez la traçabilité. Quand on parle de traçabilité, il faut avoir une base de données. Et pour avoir la base de données, il faut recenser les acteurs concernés, comme les producteurs, par exemple. Quand on veut avoir la base de données des producteurs, il faut les recenser, il faut géolocaliser leur plantation. Et cette opération a été déjà initiée depuis l'année dernière. On a même fini la phase pilote qui a été expérimentée lors des journées nationales dédiées aux producteurs de l'anacarde, du coton et du karité en janvier passé. Donc, la traçabilité, déjà, à partir du moment qu'on a une base de données, devient une chose facile. On parlera de traçabilité que lorsqu'on a une base de données. Et cette base de données va nous permettre de faciliter, n'est-ce pas, l'accessibilité des services à l'endroit des producteurs. Aujourd'hui, on parle de la distribution de la prime, par exemple. Pour pouvoir faire la distribution de la prime comme il se fait au Ghana, compte tenu de la qualité, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire favoriser, bénéficier du moins les producteurs de cette prime, il faut qu'ils soient tracés, il faut qu'ils soient reconnus. Mais s'ils ne sont pas dans une base de données, ce sera difficile. En dehors de ça, il y a des services qui sont, n'est-ce pas, destinés aux producteurs, que nous appelons les services agricoles de proximité. L'un de ces services, c'est, n'est-ce pas, la réhabilitation que nous, interprofessions, avons pris comme projet, vraiment pilote pour nous, qui puisse nous permettre de booster la productivité. On a démarré le projet en 2025 et on compte l'accroître sur 2026 et ainsi de suite. Sans oublier qu'il y a la distribution de la sacherie qui rentre dans le cadre de la commercialisation intérieure qui vise à améliorer, sinon conserver la qualité de nos noix pour les rendre plus commerciales. Donc aujourd'hui, tous les producteurs ivoiriens d'anacarde sont identifiés. Pas tous les producteurs. Je vous disais que la phase pilote a été lancée dans la région du Tchologo, précisément à Ferké, où 22 000 producteurs ont été identifiés, qui ont reçu effectivement leur carte de producteurs d'anacarde. Et l'un des services, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi la carte maladie universelle que l'État de Côte d'Ivoire a demandé au Conseil coton anacarde que tout producteur qui est identifié, qui bénéficie du moins de la couverture maladie. Sur la question de la traçabilité, il y a aussi la question de, je pourrais dire, du goût, de la qualité qui est super importante. Est-ce que nous savons tous que les zones de production ne sont pas dans les mêmes régions? Donc, du coup, il y a différents goûts. Ce qui pourrait valoriser, pourrait permettre de valoriser un peu Le producteur. le producteur. Est-ce que, au niveau de la filière, vous avez pensé la question de l'appellation, de la certification en fonction des zones de production? Nous, on ne peut pas le faire, on n'a pas cette compétence. On n'a pas cette compétence à le faire. Plutôt, c'est le Conseil coton anacarde qui serait dédié à ça. Et je pense qu'ils ont déjà commencé à initier ce projet. Mais ça, c'est au niveau de la transformation. Donc, avoir des produits made in Côte d'Ivoire qui seront vendus à l'étranger. Comme je vous disais tout à l'heure, on est en train de chercher à non seulement consolider la première transformation, mais on est en train de faire une projection aussi à court terme sur la seconde transformation qui sera destinée, n'est-ce pas, à la consommation. Donc, la traçabilité, à mon avis, c'est vrai qu'à la base, c'est les noix qu'on vend, mais à la fin, c'est les amandes qu'on recueille. Toutes les zones de production de Côte d'Ivoire, qui sont au nombre de 19 aujourd'hui, bien connues, n'ont pas forcément le même carreau. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas le même goût. En réalité, le goût de la Côte d'Ivoire est le meilleur sur le marché en termes d'amandes. Mais quand on a la moyenne aujourd'hui qui sort, par exemple, 47 à automne 47, c'est toutes les noix issues de toutes les zones de production. Vous comprenez? Donc, les noix qui sont destinées à couvrir le sourcing intérieur, donc local, qui concerne la transformation, et les noix aussi qui sont destinées à l'exportation, c'est la moyenne qu'on a évaluée qui faisait 47 sur la campagne qui vient de s'écouler. Donc, aujourd'hui, pour nous, la qualité qu'on recherche, ou bien l'incitation à la qualité qu'on voudrait instaurer au niveau des producteurs, en passant par la traçabilité,
c'est pour amener l'ensemble des producteurs à contribuer, n'est-ce pas, à renforcer la position de la Côte d'Ivoire à l'international, puisqu'on sait que le prix table de référence est lié directement à la qualité. Aujourd'hui, l'anacardier, on a le sentiment que c'est uniquement la noix. Pourtant, il y a aussi la pomme qui pourrait fournir ou bien qui pourrait être l'objet ou la matière de plusieurs autres produits. Où vous en êtes, vous, au niveau de l'interprofession de l'anacarde en Côte d'Ivoire sur la question de la pomme? Bon, vous voyez la pomme, mais nous, on voit plutôt au-delà de la pomme. On voit au-delà de la pomme, c'est de développer, n'est-ce pas, l'esprit de l'économie circulaire. Cette économie circulaire au niveau de la filière, aujourd'hui, quand on parle de la transformation, on a tendance à s'orienter directement vers l'amande. Mais au-delà de l'amande, vous avez la pomme qui pèse pratiquement 9 fois plus que la noix, mais qui n'est pas valorisée. Vous avez la coque qui a commencé à être valorisée à travers des centres de valorisation. Et vous avez d'autres produits aussi qui sont issus de l'anacardier qui ne sont pas valorisés. Mais les deux produits qui ne sont pas vraiment, qui sont connus mais qui ne sont pas valorisés, c'est la pomme et la coque. Je vous disais que ce matin, on a pris un rendez-vous avec des partenaires. Et parmi ces partenaires, il y a un partenaire stratégique qui est dedans, qui se concerne, n'est-ce pas, la transformation de la pomme. Donc, nous sommes penchés sur cette question depuis la Côte d'Ivoire, depuis des années, pour que véritablement qu'on arrive à stimuler le revenu du producteur en créant des revenus additionnels à travers la transformation, sinon la valorisation de la pomme. Justement, au niveau des unités de production ou de transformation plutôt, est-ce que ces unités de transformation-là sont présentes dans les zones de production ou sont plutôt au niveau d'Abidjan parce qu'on est proche des ports et autres? La politique de la Côte d'Ivoire oblige même les investisseurs à se rapprocher de la zone de production. On crée une proximité entre la transformation et la production. Cette proximité qui est créée entre la transformation et la production, ça est au bénéfice, non à l'avantage des producteurs. Ça réduit, n'est-ce pas, le circuit. Et quand ça réduit le circuit, donc il y a moins d'intermédiaires, moins d'intervenants qui interviennent, on va dire, dans la chaîne, et ça va forcément augmenter le revenu du producteur. Donc les zones industrielles qui sont créées un peu partout, c'est à l'intérieur, quand je dis partout, c'est à l'intérieur du pays, donc dans les zones de production, permettent, n'est-ce pas, aux producteurs d'être proches du transformateur pour avoir le meilleur prix. Mais quelqu'un qui s'installe à Abidjan, il y en a 2 ou 3 usines, ne pourrait pas être très compétitif comme une unité qui est installée, par exemple, à Korogo ou bien à Séguéla. Vous comprenez que ce n'est pas forcément le même coût. Même si en termes de coût de production, c'est ça, mais quand vous arrivez au coût de revient avec le facteur transport, ce sera forcément défavorable pour ceux qui sont installés au niveau du port. Et même quand vous regardez le barème du Conseil Coton Anacarde, clairement, pour ceux qui arrivent à bien lire, le barème vous oblige à vous rapprocher des zones de production. Le barème vous dit, par exemple, cette année, le prix usine est de 454. En allant sur la base de 400 francs Borchamp, le prix usine est de 454 et le prix carreau export, magasin export est de 484. Donc, si vous êtes installé à Abidjan, quelqu'un ne peut pas quitter à l'intérieur, laisser l'exportateur à côté à 484 et puis venir vous livrer à 454. Ça vous oblige à vous rapprocher des zones de production. Voilà. Justement, pour revenir à cette question de production, aujourd'hui, leader mondial de l'anacarde, on a envie de dire, quelles sont vos prochaines ambitions? Vous êtes leader mondial, vous transformez près de la moitié de la production ivoirienne. C'est quoi les prochaines ambitions de la filière interprofessionnelle de l'anacarde? Nos prochaines ambitions, aujourd'hui, on peut dire que d'abord, elles tournent autour de la qualité d'abord. Ça, c'est la qualité. Il faut améliorer la qualité puisqu'on parle du sourcing pour que notre transformation locale soit compétitive. Il faut la nourrir de noix de qualité. Donc, pour dire qu'on a besoin d'améliorer la qualité, que ce soit au niveau local, que ce soit pour les noix qui soient exportées, il faut que ce soit des noix de qualité pour qu'à la fin, le producteur puisse bénéficier vraiment d'un meilleur revenu. Deuxièmement, on voudrait aussi, n'est-ce pas, réduire la pénibilité, n'est-ce pas, de l'exploitation de nos producteurs en améliorant, n'est-ce pas, leurs conditions de vie et de travail. Donc, c'est l'une de nos grosses problématiques, l'une de nos perspectives. Sans oublier qu'on doit aussi faire on doit jeter un regard sur la productivité. La productivité, donc accroître la production à travers, n'est-ce pas, des mécanismes qui pourraient permettre d'accroître le rendement du verger à l'hectare. Et nous avons initié depuis 2025, on a instauré la réhabilitation, mais on compte accroître, n'est-ce pas, l'échelle de cette réhabilitation. Nous étions à une échelle, on va dire pilote, mais en 2026, on compte l'accroître à vraiment un niveau assez acceptable.
Et c'est vrai que nous sommes au niveau de la transformation, on dit qu'on est beaucoup plus avancé au niveau de la transformation, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre le niveau qu'on escompte avoir pour être le mieux sécurisé. Aujourd'hui, nous sommes à 1,5 million de tonnes. Si nous atteignons 2 millions de tonnes du moins, et que le niveau de la transformation ne suit pas cette croissance, on pourrait avoir des problèmes, des difficultés sur le marché international. Donc, la Côte d'Ivoire ambitionne faire au moins d'ici 2030 1 million de tonnes transformées localement. Et le reste à exporter, puisque tout à l'heure, M. Ngetia Sandler vous dit que c'est les recettes collectées, n'est-ce pas, sur les exportations qui permettent d'alimenter toutes les caisses. Donc, en tenant compte, bien sûr, de la caisse qui alimente la durabilité, la politique de durabilité. Et donc, il y a la qualité, il y a l'amélioration des conditions de vie de nos producteurs, donc de leur travail. Il y a aussi la transformation au second niveau. La deuxième transformation qu'il faut vraiment encourager, sensibiliser, n'est-ce pas, aller à la transformation, la deuxième transformation qui va déboucher, n'est-ce pas, sur la consommation. Mais si nous arrivons à la seconde transformation, sans développer aussi le marché domestique de consommation, il serait difficile pour nous. Donc parallèlement à ça aussi, du moins, il faut que nous aussi, on travaille à renforcer, n'est-ce pas, sinon à sensibiliser l'ensemble des populations à la consommation, donc en créant ce marché domestique de consommation. Président Soro Bey, président de l'Organisation interprofessionnelle de l'ANACAD en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça fait quelques jours que vous êtes au Salon international de l'agriculture. Et quel message vous pouvez avoir pour les transformateurs, pour les producteurs, pour les acheteurs et les exportateurs dans le domaine de l'ANACAD en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, vous êtes venu, vous avez rencontré des professionnels, vous avez rencontré des investisseurs. Quel est le message que vous pouvez leur apporter? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, soit pour les rassurer, soit pour les encourager pour les prochaines années? On les rassure ici à partir de Paris parce que nous avons déjà contacté pas mal de partenaires. Nous avons vu l'engouement qui est créé autour de, n'est-ce pas, nos produits issus de l'ANACAD, de l'ANACADier. Et on a compris que l'ANACAD a beaucoup plus d'utilité, n'est-ce pas, dans les ménages des populations, donc des pays demandeurs de nos produits. Donc, c'est d'abord encourager nos producteurs à faire la qualité, c'est les encourager à suivre l'itinéraire, sinon à observer les bonnes pratiques agricoles pour qu'ils puissent avoir un revenu meilleur. Et les transformateurs qui sont, on va dire, à la fin de la chaîne, on les encourage, n'est-ce pas, à aller de l'avant dans la transformation en payant le prix normal que l'État de Côte d'Ivoire a fixé aux producteurs, sans oublier les exportateurs aussi qui sont plus ou moins la vitrine de la Côte d'Ivoire à l'étranger, à fournir des noix de qualité à partir de la fenêtre qui leur sera ouverte à partir du 15 mars, comme le Conseil Coton ANACAD l'avait si indiqué. Mais pour dire dans l'ensemble, l'ensemble des acteurs au niveau de la filière ANACAD devraient être motivés, se mobiliser ensemble pour améliorer la position de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je tiens à ça. Aujourd'hui, on tend à comparer notre pays aux pays limitrophes comme le Ghana, qui a moins de choses à perdre si, par exemple, l'ANACAD ne donnait rien à leur niveau, comparativement à la Côte d'Ivoire qui fait 1,5 million de tonnes avec plus de 2 millions de personnes qui vivent indirectement et directement. On n'a vraiment pas les mêmes, on va dire, on n'a pas les mêmes problèmes, on ne vivrait pas la même situation si, par exemple, demain, l'ANACAD n'arrivait pas à être écoulée. Donc, la Côte d'Ivoire a vraiment intérêt à, comment on appelle, renforcer le dispositif existant au niveau de la filière, surtout la politique de durabilité, pour que l'ensemble des acteurs soient vraiment sereins, comme on le dit, pour qu'ils puissent avoir des activités, sinon des exploitations pérennes pour le bien-être des producteurs. Merci, M. Soro Bey, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et je vous souhaite bon retour. Merci, monsieur. Merci.